La salle de bal dorée de Paris vibrait d'un murmure feutré, celui du pouvoir. Un son que je connaissais mieux que mon propre nom. Je me frayais un chemin à travers la foule scintillante, le cœur battant comme un tambour froid et régulier contre mes côtes, et m'approchais de l'amiral Dupont, un officier 4 étoiles décoré, dont le temps était réputé plus précieux que l'or. Il me toisa, les sourcils froncés, manifestant clairement son agacement d'être interrompu par une inconnue. Je me penchai vers lui, ma voix à peine un souffle dans les notes aériennes du quatuor à cordes, et prononçai le mot qui allait tout changer. Oracle. Les yeux de l'amiral, perçants et dédaigneux l'instant d'avant, s'écarquillèrent dans une reconnaissance soudaine, toute irritation s'évanouit, remplacée par une compréhension froide et immédiate, transcendant grades et protocoles. Il se tourna et me suivit sans poser la moindre question. 2 pas plus loin, un coup de feu étouffé fendit l'air, s'écrasant contre une colonne de marbre ornée, pile à l'endroit où sa tête se trouvait une seconde plus tôt. De l'autre côté de la salle, je vis l'expression arrogante de mon père s'effondrer en une incrédulité totale. 2 minutes avant que cette balle ne soit tirée, mon père, l'ambassadeur Moreau, un homme qui mesurait la valeur d'une personne au prestige de son titre et à la fermeté de sa poignée de main, tenait court. Il me désigna d'un geste possessif, m'attirant dans l'orbite de l'attention puissante de l'amiral, comme s'il présentait une curiosité vaguement intéressante. « Et voici mon Élise », annonça-t-il. Sa voix teintée de cette affection condescendante qu'il réservait à mes prétendus passe-temps. « Elle n'est que traductrice », ajouta-t-il avec un petit rire entendu. « Elle aide à éviter que ces discussions multilatérales ennuyeuses ne dégénèrent en dispute. Un métier utile, mais discret. » Je restai là, le visage figé dans un masque de neutralité polie, perfectionné au fil d'une vie entière, mais à l'intérieur, une colère froide et silencieuse commençait à monter. C'était la même colère que je ressentais lorsqu'il qualifiait mon diplôme universitaire de « joli petit certificat », une autre entrée dans le registre interne des 1000 petites humiliations. La petite foule autour de mon père offrit ces sourires faibles et obligatoires que l'on donne quand on se sent tenu de le faire. L'amiral Dupont me gratifia d'un hochement de tête machinal, son regard glissant déjà ailleurs, me jugeant totalement insignifiante pour la véritable conversation entre hommes importants. Il m'avait déjà rangée dans une boîte mentale, étiquetée personnelle, invisible, inaudible, sans importance. Et par ce simple geste dédaigneux, ma mission devint infiniment plus difficile. L'insulte n'était pas seulement personnelle, elle était tactique. Mon père ne s'était pas contenté de me rabaisser devant un collègue. Il avait activement compromis ma capacité à opérer dans un environnement à risque. Comment prévenir un homme qui a été professionnellement informé que vous n'avez rien d'important à dire ? On n'a pas le temps de persuader. On n'a que le temps d'imposer son autorité. Une autorité que mon père ignorait que je possédais. Le rire de mon père résonna dans la grande salle, me marquant d'un titre qu'il jugeait approprié, juste la traductrice. Il n'avait aucune idée qu'il n'insultait pas seulement sa fille. Il ignorait un atout de renseignement de premier ordre au cœur d'une zone de menace active. Pour comprendre pourquoi un amiral 4 étoiles obéirait au murmure d'une traductrice, il faut comprendre les 2 vies que je menais, et pourquoi l'une était sur le point d'effacer violemment l'autre. Pour saisir pleinement le moment où cette balle a frappé le marbre, il faut comprendre que j'existais en tant que 2 personnes distinctes. Pendant des années, j'avais vécu une vie scindée en 2, une dualité tranchante séparée par un mur d'ignorance volontaire. Dans un monde, j'étais un fantôme, une note de bas de page dans l'histoire de ma propre famille. Dans l'autre, j'étais une reine dans un royaume d'ombre, un lieu où mon véritable nom était prononcé avec un respect que mon père réservait uniquement aux hommes arborant des drapeaux sur leurs revers. J'avais appris à naviguer dans l'écart entre ces 2 réalités avec une précision discrète. Il le fallait, ma survie l'exigeait. Un monde était ma vie, l'autre n'était que l'endroit où je vivais. Je me souviens d'un dîner de Noël, il y a quelques années, la maison emplie du parfum de pain et de dînes rôtis, l'air chaud de fausse gaieté. À la tête de la table trônait mon frère, Michel, le fils prodige de la famille, qui portait son charisme comme un costume taillé sur mesure. Mon père leva son verre, le visage rayonnant de fierté. Il entama un toast retentissant sur le dernier exploit de Michel, la conclusion d'une importante transaction immobilière dans le centre-ville. À l'entendre, on aurait cru que Michel avait personnellement négocié la paix au Moyen-Orient et non simplement vendu une propriété commerciale. Les éloges étaient abondants, détaillés et bruyants.
Quand il eut enfin terminé et que les applaudissements polis s'éteignirent, je vis une petite ouverture. Je tentai, naïvement, de construire un pont au-dessus de l'abîme. C'est incroyable. Michel, dis-je, la voix douce. À propos de travail, j'ai moi-même reçu quelque chose de spécial le mois dernier. La médaille du directeur du renseignement national pour mon travail d'analyse. Un silence s'abattit sur la table un instant. Cette distinction était la plus haute reconnaissance dans mon domaine. Un hommage à un travail qui avait directement empêché un événement international catastrophique, je ne le dis pas. Bien sûr, je me contentai de mentionner le titre. Mon père me regarda. Un sourire poli figé sur son visage. Il tendit la main et tapota la mienne avec condescendance. « C'est charmant, ma chérie, dit-il. D'un ton qu'on réserve à une œuvre en macaroni d'un enfant, une petite plaque pour ton bureau. Merveilleux. » Puis, sans perdre une seconde, il se tourna vers mon frère. « Alors, Michel, parle-nous des défis de zonage. » Et juste comme ça, je disparus. Le registre interne dans mon esprit enregistra une nouvelle entrée, classée avec toutes les autres. Un autre succès rendu invisible. Comparez cela à un mardi soir, 6 mois plus tard, à 3h17 du matin. J'étais dans un endroit que ma famille ne pouvait même pas imaginer. Une installation de renseignement compartimenté, au skiff. L'air était maintenu à une fraîcheur arctique constante. Et le seul son était le bourdonnement sourd des serveurs, traitant des pétaoctets de données venues du monde entier. Mon monde était silencieux, concentré. Baigné dans la lueur bleue de 5 écrans différents, je ne traduisais pas, je réalisais des analyses linguistiques avancées, passant au crible des bribes de SIGINT provenant d'une source infiltrée à travers des algorithmes prédictifs que j'avais contribué à concevoir. Pendant des jours, j'avais traqué un fantôme dans la machine, un murmure de menaces que personne d'autre ne pouvait isoler. Et puis, je le vis, un motif émergea du chaos. Un point de convergence où 3 flux de données, apparemment indépendants, se rejoignaient. C'était une empreinte numérique, une localisation précise, une cible de haute valeur, disparue des radars depuis 2 ans, était sur le point de réapparaître. Pas de fanfare, pas de toast. Je me levai simplement et me dirigeai vers mon chef de section, un homme au visage sévère qui parlait rarement et souriait, encore moins. Il examina mon analyse, ses yeux scrutant les données avec une intensité qui ne manquait rien. Il regarda l'écran, puis moi, après un long moment silencieux, il hocha la tête une fois, brièvement. « Déployer l'équipe d'intervention », dit-il. « Bon travail, Oracle !» Ces 4 mots, murmurés dans cette pièce froide et sombre, portaient de plus de respect et de reconnaissance véritable qu'une vie entière des éloges bruyants et vides de mon père. C'était mon monde, c'était ma réalité. Toute cette dynamique était maintenue par ma mère, Carole, une femme qui croyait que la paix familiale était plus importante que l'équité individuelle. Quelques jours après ce dîner de Noël, elle m'appela. Je l'entendais remuer son thé à l'autre bout du fil. « Élise, ma chérie, commença-t-elle. Sa voix douce et apaisante. Ne sois pas fâchée contre ton père. Tu sais comment il est. » J'attendis. Connaissant le reste du script par cœur, son monde est si concret. Les ambassades, les dîners d'État, les choses qu'il peut voir et toucher. Il ne peut tout simplement pas comprendre ton travail informatique complexe. Elle soupira. C'est plus facile pour lui de te voir comme la brillante traductrice qu'il a vue à l'université. Laisse-le être fier à sa manière. Ça simplifie les choses. Je réalisais à ce moment-là qu'elle ne se contentait pas de trouver des excuses. Elle était l'architecte en chef de mon invisibilité. Elle était celle qui recouvrait soigneusement les fissures pour maintenir la façade parfaite de la famille. Pendant des années, j'avais gardé mes 2 mondes séparés. La fille de diplomate et Oracle, je les avais laissés croire en leur version de moi, parce que c'était plus facile. Mais les rumeurs que je suivais avant le sommet de Paris devenaient plus fortes. Les motifs étaient trop clairs. Je compris que je ne pouvais plus garder ces mondes séparés. L'un était sur le point de déborder sur l'autre, et je devais être celle qui contrôlerait les retombées. La décision d'aller à Paris n'était pas un piège pour mon père. Il s'agissait d'arrêter une balle. Pendant 2 semaines, j'avais suivi des murmures d'un complot d'assassinat, un signal faible enfoui sous des montagnes de bruit numérique. Les informations provenaient d'une source nouvelle et non prouvée, ce qui, dans le monde froid et rigide de la bureaucratie, était considéré comme insuffisant. Ce n'était pas assez pour déclencher une alerte de menace formelle qui pourrait perturber un sommet mondial. Mes supérieurs voyaient les données, mais leurs mains
étaient liés par les procédures et les modèles de probabilité. Il n'agirait pas. Je ressentis une frustration froide et familière s'installer dans mon ventre, la même que face à un obstacle illogique mais absolu. Je pris une décision procédurale de mon propre chef. Si le système ne me permettait pas d'arrêter la menace de l'extérieur, je devrais l'arrêter de l'intérieur. Je n'allais pas combattre le système, je l'utiliserais. Ma couverture officielle était celle d'une simple traductrice discrète, et je décidai d'utiliser cette persona, celle que mon père avait si soigneusement façonnée pour moi, comme une clé. Je naviguai dans le système interne de gestion du personnel de l'agence et déposai une demande formelle pour être affectée aux détails de soutien linguistique de la délégation du ministère de la Défense. Je citais ma maîtrise spécifique et rare du dialecte tchétchène parlé par le homologue de l'amiral. C'était la raison parfaite et irréfutable pour que je sois dans cette salle à ce moment précis. Quelques jours plus tard, mon père vit mon nom sur la liste officielle. Il m'envoya un courriel bref et condescendant. Content de voir que tu profites d'un beau voyage à Paris. Élise, essaie de profiter des sites touristiques. Il n'avait aucune idée que j'avais orchestré mon propre déploiement la veille du vol. J'eus une vidéoconférence sécurisée avec mon chef de section. Son visage était une image granuleuse sur mon terminal crypté, son expression aussi sévère que d'habitude. C'était un homme qui faisait confiance à son instinct plus qu'aux algorithmes. Les données ne sont pas exploitables selon les normes de l'anglais. Oracle, dit-il. Sa voix un ras-le-bas. Mais votre dossier? Lui, l'est. Les canaux officiels sont fermés sur ce coup. Vous êtes donc notre seul atout dans cette salle. Il marqua une pause, ses yeux semblant transpercer l'écran. Vous avez l'autorité du protocole Murmure. Si vous identifiez visuellement la menace, vous agissez. Ne cherchez pas de confirmation. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens implicite. Votre parole est la confirmation, ce n'était pas juste une permission, c'était un transfert d'une immense autorité, une reconnaissance discrète que, dans ce cas précis, mon jugement prévalait sur tout le reste. Le vol pour Paris fut calme. Mon père parlait de cocktails et de postures diplomatiques. Je passais en revue des profils de menaces cryptés sur une tablette blindée. Il pensait que j'étais dans son voyage. La vérité, c'est qu'il était dans mon théâtre opérationnel. La grande salle du palais de l'Élysée était une mer de sourires calculés et de pouvoir discret. L'air lui-même semblait lourd, chargé du poids du prestige international et du parfum coûteux. Pour mon père, l'ambassadeur Moreau, ce n'était pas une salle, c'était une scène, et il en était le premier rôle. Il glissait à travers la foule avec une assurance effortless, une poignée de main par-ci, un rire partagé par-là, s'imprégnant de la gloire réfléchie des hommes puissants autour de lui. Je marchais un pas derrière lui, une ombre silencieuse dans son sillage. Mes yeux, cependant, n'étaient pas fixés sur les lustres scintillants ou les œuvres d'art célèbres, mon regard balayait constamment, analysant les mouvements, les postures, le personnel. J'étais une chasseuse, et ce palais opulent était mon terrain de chasse. Puis mon père repéra sa proie, l'amiral Dupont. Il posa une main sur mon bras, m'entraînant avec lui, complètement inconscient qu'il tirait son principal atout de défense directement dans la trajectoire d'une menace potentielle. Il atteignit l'amiral avec un sourire triomphant, lui tapant chaleureusement l'épaule. Et puis vint la phrase que je savais inévitable, celle qu'il avait polie pour une telle occasion. « Et voici ma fille, Élise », dit-il en me désignant. Elle n'est que traductrice. Tandis que sa voix continuait, débitant son introduction dédaigneuse habituelle. Je l'ignorais. Ces mots n'étaient qu'un bruit de fond insignifiant, comme le tintement des coupes de champagne. Mon attention était fixée sur le périmètre de la salle. Mon esprit effectuant un calcul froid et continu des risques, je cataloguais le personnel de service, les mouvements de sécurité, les lignes de mire depuis chaque porte et fenêtre. Mon père pensait qu'il définissait mon rôle dans son monde. Il n'avait aucune idée que je travaillais activement à m'assurer que son monde ne cesse pas violemment d'exister dans les 5 prochaines minutes. Et puis je le vis. Il était habillé en serveur, tenant un plateau d'argent avec des verres, mais tout en lui était faux. C'était dans les détails, le genre de détails que le monde des poignées de main franches et des déclarations bruyantes de mon père ne remarquerait jamais. Sa posture était trop rigide pour un serveur, plus proche de celle d'un soldat au repos. Ses yeux ne se posaient pas sur les invités ce qu'il était censé servir. Il bougeait constamment, suivant un point précis à travers la salle. L'amiral Dupont, il correspondait presque parfaitement à la description physique du dossier de renseignement.
Et son trajet à travers la foule n'était pas aléatoire. C'était une convergence lente et délibérée. Mon sang se glaça lorsque je vis sa main, celle qui ne tenait pas le plateau, se diriger subtilement vers l'intérieur de sa veste. Mon entraînement prit le dessus. Il n'y avait plus de temps pour l'observation. Il n'y avait que le temps d'agir. Je bougeais. Je traversais l'espace entre mon père et l'amiral, ma propre posture désormais rigide d'intention. Amiral Dupont, dis-je, la voix basse et contrôlée. Coupant court à l'histoire de mon père, venez avec moi. Maintenant, ne posez pas de questions. L'amiral baissa les yeux sur moi, une lueur d'agacement pur traversant son visage à l'idée d'être commandé par quelqu'un qu'il avait déjà classé comme simple employé. Il commença à me repousser, sa bouche s'ouvrant pour formuler une réprimande. « Jeune fille, je suis en train de… » Je ne le laissai pas finir. Je me rapprochai, ma voix tombant à un murmure officiel et glacial, dépourvu de toute trace de la file de diplomate. « Monsieur, j'invoque le protocole murmure sous l'autorisation. Sierra Oméga 7. Mon nom de code est Oracle. » Je soutins son regard. « Vous devez bouger. Maintenant. » Le changement fut instantané. Le nom Oracle et le code d'autorisation n'étaient pas une requête. C'était un ordre émanant d'une autorité supérieure et urgente qu'il était tenu d'obéir. L'agacement sur son visage disparut, remplacé par une compréhension froide et nette d'un homme qui réalisait soudain qu'il se tenait sur une mine. Il ne posa pas de questions. Il n'hésita pas. Il se tourna simplement et avança avec moi, son propre entraînement prenant le relais. Mon père nous regarda partir, son visage un masque de fureur confuse et bafouillante. Pourquoi cet amiral 4 étoiles écoutait-il sa fille? Le son étouffé d'un coup de feu et le craquement sec du marbre brisé derrière nous fournirent la réponse. La salle se figea un instant, puis explosa dans le chaos. Le personnel de sécurité nous entoura, formant un bouclier humain. Leurs voix aiguës et urgentes dans leurs oreillettes. Au milieu de la panique, mon regard trouva mon père. Il était figé, le visage vidé de toute couleur, les yeux fixés sur le nouveau trou dans la colonne de marbre où la tête de l'amiral se trouvait quelques secondes plus tôt. Il me regarda, puis les agents qui m'entouraient, moi et l'homme que je venais de sauver, son esprit, lent et maladroit comparé au monde dans lequel je vivais, peinait à relier les points. Puis, le brouhaha de la sécurité perça le bruit, clair et fort. Oracle a le principal. Je répète, Oracle a le principal. Sécuriser le périmètre. Je vis le moment où le nom s'enregistra. Oracle. Un nom de code légendaire des briefings les plus confidentiels. Un fantôme dans la communauté du renseignement. Murmuré avec un mélange de peur et d'admiration. Je vis son monde, sa compréhension de moi, de son importance, de la structure même de sa réalité. Se fissurer puis voler en éclats dans un moment silencieux. Son sourire narquois avait disparu, sa fierté aussi, remplacé par le choc bouche bée d'un homme qui réalisait que la note de bas de page avait écrit tout le livre. Mon père avait passé une vie entière à me définir par ces mots. En fin de compte, il n'avait suffi que d'un des miens pour lui montrer qu'il ne m'avait jamais vraiment connu, après le chaos. La salle de bal laissa place au silence stérile d'une salle de débriefing sécurisée au cœur de l'ambassade. L'air était froid. Sentant l'air filtré et l'électronique, je me tenais à la tête d'une longue table, parlant d'un ton calme et clinique, tandis que je guidais une équipe de réponse à la crise à travers l'incident, minute par minute douloureuse. Les données, les indicateurs de menace, les étapes procédurales, tout sortait de moi, précis et détaché. L'amiral Dupont se tenait contre le mur du fond, les bras croisés, observant non pas comme un supérieur, mais comme un témoin. Il n'interrompit pas. Il écouta simplement, son expression mêlant une profonde gratitude et un respect sobre et nouveau. Dans cette salle, entourée de professionnels qui comprenaient le langage de ma vraie vie, je ressentis un calme que je n'avais jamais connu. Les deux mondes étaient entrés en collision, et un seul avait survécu. C'est alors que mon père apparut à la porte. Il semblait petit et perdu, son assurance de diplomate complètement disparue, remplacée par une confusion pâle et incertaine. Il fit un pas dans la pièce, sa bouche s'ouvrant comme pour prononcer mon nom. Avant qu'il ne puisse émettre un son, un officier de la CIA au visage sévère, que je n'avais même pas remarqué, s'avança pour lui bloquer le chemin. « Monsieur, ceci est un débriefing actif, » dit l'officier. Sa voix calme mais inflexible. « Je vais devoir vous demander d'attendre dehors. » Mon père cligna des yeux. Tentant un instant de rassembler son ancienne autorité, « Je suis l'ambassadeur Moreau. » C'est ma… Mais l'amiral l'interrompit.
Il se tourna depuis le mur, sa voix pas forte, mais portant le poids absolu de ses 4 étoiles. « Ambassadeur, dit-il, ses yeux fixant ceux de mon père, votre fille vient de me sauver la vie et probablement d'éviter un incident international. Je vous suggère de lui laisser de l'espace. » Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre qui traçait une ligne infranchissable. Pour la première fois de sa vie, mon père était à l'extérieur d'une pièce, regardant un monde où son titre ne signifiait rien et où le mien signifiait tout. 6 mois plus tard, je me tenais devant un mur d'écran massif dans le centre des opérations mondiales, au siège de la CIA à Langley. Le titre sur ma porte indiquait chef de section, et la nouvelle division d'analyse prédictive des menaces était sous ma direction. Le métier discret et utile que mon père avait moqué était désormais à l'avant-garde de la sécurité nationale. Je n'étais plus seulement l'analyste appelé Oracle, j'étais celle qui dirigeait les autres oracles. Ce matin-là, je briefais le directeur de la CIA lui-même, ainsi qu'un officier de liaison des chefs d'état-major interarmés. Je pointais une situation en développement sur la carte, ma voix ferme tandis que je détaillais les vecteurs de menace et notre réponse proposée. Personne ne me tapota la main. Personne ne qualifia mon travail de charmant. Ils écoutaient simplement, leurs expressions graves et concentrées, parce que mes mots avaient le pouvoir de déplacer des actifs, de changer des politiques et de sauver des vies. Mon autorité n'était pas bruyante, elle était discrète, absolue et méritée. Les gens dans cette pièce, et les analystes brillants et dévoués de mon équipe, étaient devenus ma véritable famille. Ils formaient une tribu forgée non par le sang ou l'obligation, mais par la gravité de notre mission commune et un respect mutuel profond pour la compétence. Ils ne me voyaient pas comme une simple traductrice ou la fille discrète du diplomate. Ils voyaient que la personne capable de trouver la note dissonante unique dans une symphonie mondiale de bruit. Ils voyaient Oracle. Il n'y avait pas d'enfant doré ici, pas d'invisible. Il n'y avait que des atouts et des objectifs, de la confiance et des compétences, dans l'intensité discrète de notre travail, entouré de gens qui me voyaient pour ce que j'étais vraiment. Je trouvais une paix que ma propre maison n'avait jamais pu offrir. Puis, un après-midi tranquille dans mon bureau donnant sur le campus boisé, le passé tenta de reprendre contact. Une notification de courriel apparut sur mon écran. L'expéditeur était mon père. L'objet contenait un seul mot hésitant, dîner. Je l'ouvris. Le message était court, dépourvu de toute sa fanfaronnade d'antan. Il écrivait qu'il serait à Washington le mois prochain, qu'il aimerait me voir, qu'il voulait une chance de comprendre. Je lus les mots « encore » et « encore », ne ressentant ni colère, ni triomphe, mais un étrange et profond sentiment de détachement calme. La vieille blessure, celle qui avait fait mal toute une vie à chercher une reconnaissance. S'était enfin cicatrisée, elle faisait partie de mon histoire, mais elle ne me faisait plus souffrir au toucher. Je regardais sa supplication, cette branche d'olivier d'un monde que je n'habitais plus vraiment. Je pensais à toutes les années où j'avais désiré un moment comme celui-ci, un moment d'excuse, de reconnaissance, et je réalisais, avec une certitude qui s'installa profondément dans mes os, que je n'en avais plus besoin. Ma validation ne venait plus de son approbation, elle venait du respect de mes pairs, du poids de mon travail et de la confiance discrète en mes propres capacités. D'un clic délibéré, je déplaçai le message de ma boîte de réception vers les archives. Je ne répondis pas. Je ne le supprimais pas. Je le rangeais simplement, une relique d'une vie passée, et reportais toute mon attention sur le rapport confidentiel sur mon bureau. Mon père pensait que mon travail consistait à interpréter le langage pour des hommes puissants. Il n'a jamais réalisé que mon travail était de donner aux hommes puissants une raison d'écouter. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur à des gens qui refusent de la voir, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre expertise est toujours reconnue.